L'information se lève sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre grande édition du journal. Au sommaire, exploitation artisanale clandestine des minerais par les creuseurs dans la cité résidentielle de la Jekamine Motoshi après avoir constaté l'écroulement des maisons d'habitation et la précarité des conditions de vie de la population. Le commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat du Lualaba, Jean-Pierre Kalenga, a décidé de la délocalisation des victimes. L'Assemblée provinciale du Lualaba vient de juger d'illégale la dite décision de l'exécutif qui consiste en l'élargissement de la route Kazembe en cédant quelques mètres de terre au dit projet et appelle le gouvernement à négocier avec les responsables des parcelles concernées sur son indemnisation au cas où l'exécutif compte poursuivre ce projet. En religion, le diocèse de Koulouzi a rendu hommage à Joseph Ratzinger à travers une messe de suffrage présidée par l'évêque de la ville, Richard Kazadi Kamba, citant la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi que plusieurs chrétiens ont pris part à cette célébration eucharistique. Teddy Dizamba nous en parlera dans ce journal. À tous et à toutes, bienvenue. Commençons ce journal par le Nord Kivu. Le comité provincial de sécurité alerte sur la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda pour qu'elle quitte le Congo sous prétexte qu'elle serait sous menace d'autres communautés ethniques. Ceci ressort du compte-rendu de la toute première réunion du comité provincial de sécurité tenue la soirée du mardi sous la présidence du gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant. Par ailleurs, ce comité provincial de sécurité se réjouit du bon déroulement des festivités de fin d'année sur l'ensemble de la province, malgré quelques poches d'insécurité causées par les terroristes ADF et l'armée rwandaise. Suivez ici l'extrait de ce compte-rendu dans ce propos du lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire, choisi par Patrick Kassialoa. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper le camp des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Quittons le Nord Kivu pour le Kasaï oriental, la Confédération syndicale du Congo, l'un des mouvements syndicaux représentatifs à l'AMIBA, dénonce une mégestion à grande échelle de cette entreprise minière. Son secrétaire provincial interprofessionnel, Basile Kamanga, cite le directeur général de l'AMIBA comme seul responsable de la situation actuelle de la société, une société incapable de payer régulièrement son personnel malgré la production du diamant en cours. Il invite l'IGF à diligenter une mission d'audit au sein de cette entreprise. On l'écoute à la caméra et au micro de Soleil Tumba Moufika. En 2 ans et demi de mandat, le directeur général passe plus de 2 ans et 3 mois à Kinshasa. Gère-t-on une entreprise du coffre de l'État au téléphone? Parce que le siège d'exploitation c'est Mboujmaï, la mine se trouve en Mboujmaï. La mine ne se trouve pas à Kinshasa. À Kinshasa, il y a des bureaux climatisés. Je prends un deuxième exemple. En 2 ans et demi, le COMEX, qui est le comité exécutif, c'est l'organe qui oriente, qui prend des décisions au niveau de la direction générale, n'a été tenu que 2 fois. Alors que la logique voudrait qu'au moins
ce COMEX soit tenu une seule fois le mois. Pensez-vous que c'est la bonne gestion? Pensez-vous que la bonne gestion, c'est que le directeur général aille gérer directement les fonds à la caisse, qu'il leur donne directement à la caisse et de toucher l'argent et régulariser après? C'est de la mégestion. Et nous en profitons pour appeler Gilles Alinguete de venir inspecter à l'AMIBA. Ça, c'est la mégestion. Et je reviens sur le fait que le DG est tout le temps en mission de service à Kinshasa. C'est aussi la mégestion. C'est une façon intellectuelle de prendre indûment l'argent de l'entreprise. Parce que cette mission, au jour d'aujourd'hui, n'a produit aucun résultat positif sur le terrain. Je reviens sur le recouvrement de la créance. Le DG n'a pas pour mission de recouvrer la créance, mais à l'AMIBA, il y a tout un service, il y a toute une direction financière. Je vous informe que dernièrement, il y a eu une vente qui a été effectuée à la direction générale. Cette vente a généré plus ou moins 90% qui puissent couvrir l'enveloppe salariale. Il y a eu des fonds connexes qui ont été payés à la caisse. Mais vous savez les résultats? Au personnel, on a payé simplement $50, $50, $50. Ce qui représente un montant de 137 000 $, si mes calculs sont bons. Or, une quinzaine de personnes à Kinshasa se permet de se payer au titre de frais de mission plus de 60 000 $. Ce qui représente environ le 45% de l'enveloppe qui a couvert plus de 2800 personnes. C'est la bonne gestion, ça? Restons dans cette partie du pays. Début ce mercredi à Kananga des travaux de la modernisation des ronds-points de la ville. C'est un projet qu'exécute la Société congolaise de facilitation des marchés d'investissement au Congo qui sont financés par le gouvernement provincial du Kasaï central. Le ministre provincial des infrastructures a procédé à la visite du démarrage des travaux au rond-point Imo Kasaï, miroir de la ville de Kananga. Encore une fois, un reportage signé Solène Tumba Moufika. S'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne pas seulement en parole, mais aussi et surtout en posant des actes à impact visible. John Kabia Chikai, gouverneur du Kasaï central, met sa main dans la poche pour amorcer certains projets à impact visible sur la ville de Kananga, miroir du Kasaï central. C'est le cas du projet de la réhabilitation et de la modernisation de quelques ronds-points de la ville de Kananga qui se trouvaient dans un état de délabrement très avancé. Le ministre provincial des infrastructures, Willy Wishia, qui a inspecté le début de ces travaux, rassure. Nous avons songé avec le gouverneur de province pour quand même faire quelque chose qui pourra donner peut-être de la beauté à l'entrée de la ville. C'est comme ça qu'on est en train de moderniser ces ronds-points pour que ça soit aussi comme d'autres ronds-points que nous voyons à Kinshasa et dans le monde. Vous avez constaté que nous, avec notre gouvernement, nous n'avons pas voulu faire beaucoup de bruit. John Kabeya, c'est un travailleur, c'est un gouverneur qui est quand même, il est venu pour apporter quand même un plus. Nous voulons que la population puisse constater. Le directeur général de la Société congolaise de facilitation de marché d'investissement au Congo parle de ce qui sera fait sur ces sites. Nous amenons l'embellissement, la modernisation de ces ronds-points. Il y a quelques ronds-points que nous allons embellir, nous allons moderniser avec le matériel durable, avec les ingénieurs avérés qui sont en train de bosser, de travailler. Il y aura un bon résultat, je le pense. C'est un petit message à la population de Kananga d'être sûr, confiant à son excellence, monsieur le gouverneur John Kabea, de lui faire confiance, parce que ça, ce sont les œuvres qu'il est en train de poser. Il y en aura tant d'autres. Ces travaux créent la curiosité des passants qui saluent l'acte posé par le gouverneur de province. Nous lui disons, nous lui souhaitons du courage. Nous sommes maintenant contents de tout ce qu'il est en train de faire. Il faut noter que ces projets, qui consistent à la modernisation de quelques ronds-points de la ville de Kananga, prendra plus ou moins 3 mois, selon les maîtres d'ouvrage. À l'occasion des festivités de fête de Nouvel An, le président de la conférence des établissements universitaires de l'espace Grand Katanga et recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert a présenté ses vœux aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo et aux personnalités politico-administratives, notamment les professeurs des universités. Le recteur de l'UNILU souhaite une réussite totale dans différents projets du pays déjà initiés. Suivez son message dans cet extrait de la presse de l'UNILU. À l'occasion de la Noël et des festivités de fin d'année, je présente les vœux de santé, de bonheur, de prospérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État,
lui qui ne cesse d'engager la République démocratique du Congo sur la voie de la cofraternité, du progrès, de la paix et de l'ouverture au monde, au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, j'adresse les vœux de pleine réussite dans sa mission complexe et délicate à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo confrontée à l'urgence du retour à la paix à l'est de notre pays. À Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïdo Zangi Butondo, une heureuse année pleine des possibilités pour une avancée qualitative de la recherche, de la formation, des services à rendre à la société ainsi que de la coopération interuniversitaire. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale, à Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, les vœux chaleureux de succès dans vos chantiers respectifs au bénéfice des populations selon la vision du président de la République, chef de l'État. À vous, membres du corps académique, scientifique, administratif, médical, paramédical de l'Université de Lubumbashi, les vœux de bonne santé et de prospérité pour 2023 et les temps à venir. Aux augustes professeurs émérites et aux professeurs d'université, vous qui avez accompli un parcours exemplaire, plaise au ciel de vous rendre centuple votre placement qui constitue des faisceaux de lumière et de savoir-faire au bénéfice du savoir devenir de nos établissements. Gratitude et vœux de succès aux aumôniers des communautés religieuses sous les cités universitaires pour votre apport et accompagnement spirituel et éthique de nos étudiants. Chères étudiantes, chers étudiants, que se réalisent vos rêves, vos aspirations, que votre parcours universitaire en cette année soit plein de réussite par votre assiduité, persévérance, confraternité et discipline au travail bien fait. Que vive l'Université de Lubumbashi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je l'ai annoncé au sommaire, après étude de la commission mixte sur la décision de l'exécutif qui consiste en l'élargissement de la route Kazembe en cédant quelques mètres de terre aux 10 projets, l'Assemblée provinciale vient de juger d'illégale la dite décision et appelle le gouvernement à négocier avec les responsables des parcelles concernées sur son indemnisation au cas où l'exécutif compte poursuivre ce projet. Malheureusement, cette décision a suscité des interrogations dans le chef de ses habitants. Grace Kalong nous en dit plus. Pour éviter un conflit entre le gouvernement provincial et la population, votre commission mixte propose d'arrêter ce projet d'élargissement de la route. Après cette proposition de la commission mixte de l'Assemblée provinciale qui juge d'illégale la décision d'élargissement de la route Kazembe en exigeant aux habitants se trouvant le long de cette dernière de céder quelques mètres à ces projets, la question est tranchée en faveur de la population. Pour l'Assemblée, et surtout qu'il y a eu l'édit que je fais voter, qui a été publié sur la délocalisation et la réinsertion des populations. Si aujourd'hui, on a besoin d'élargir la route, cette population devra être indemnisée. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est comme ça que nous avons demandé à la division de l'urbanisme de surseoir cette décision. Des gens n'ont pas dépassé les bornes, c'est ça les bornes que les cadastres ont placées. Une décision saluée par les habitants concernés, mais qui suscite également quelques interrogations sur le manque à gagner et les pertes que la dite décision a occasionnées. C'est quoi le sort de ceux-là qui ont démoli leur maison ou soit la moitié de leur clôture? Mieux vaut que les deux parties se mettent d'accord pour dédommager les perdants. Que l'Assemblée plaide en faveur de ceux-là qui avaient démoli. Qu'est-ce que l'Assemblée provinciale a prévu à ces propos? Et moi je pense que la plupart des gens qui sont sous l'avenue n'ont pas démoli.
Ceux qui l'ont fait, ce sont ce qu'on appelle le risque collatéraux. C'est un lotissement domestique. Ce n'est pas commercial pour que les gens érigent tout le long des routes de magasins, de boutiques, parce qu'il n'y a pas de parking. Ça crée aussi l'insécurité, parfois ça crée des accidents. Et de ce point de vue-là, je pense que c'était une bonne décision que nous saluons, que de laisser les activités commerciales dans les quartiers commerciaux et de laisser le quartier... Parce qu'il y a par exemple des gens qui mettent des cybercafés, qui mettent des trucs qui font de bruit et ça dérange l'environnement et les voisins. L'indemnisation reste donc le seul moyen qui permettra à ces projets de voir le jour. Parlons enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. À plus d'une semaine du début de cette opération, dans la première ère, plus d'1 million d'électeurs se sont déjà inscrits selon un cadre de la Commission électorale nationale indépendante. Un chiffre en deçà des 20 millions attendus dans un mois dans cette zone comprenant tout l'ouest du pays. Les détails, c'est dans ce commentaire de Léopold Kingu. En séjour à Kindu dans la province du Maniema, Didi Manaralinga, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a annoncé que plus d'1 million d'électeurs se sont déjà inscrits dans la première ère opérationnelle qui comprend toutes les provinces de l'ouest de la République démocratique du Congo, dont la capitale Kinshasa. Cette zone est la plus peuplée avec plus de 20 millions d'électeurs attendus. Les rythmes restent donc faibles comparativement au temps imparti à la zone, un mois seulement, et au nombre total des enrôlés attendus. Dans certaines régions, comme dans le territoire d'Inongo dans la province du Maïndombe, dans l'ancien Grand Bandundu, l'enrôlement n'a pas encore été lancé. Plusieurs leaders politiques déjà enrôlés dans cette ère opérationnelle comme Christophe Mbosso, Martin Fayoulou et Jean-Pierre Bemba continuent d'appeler la population à s'enrôler massivement. S'exprimant sur l'évolution de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est dit confiant sur l'évolution, précisant que les centres d'inscription ayant commencé l'opération en retard auront en compensation de jours supplémentaires par rapport au délai imparti à la zone. Le patron de la centrale électorale a précisé que le choix d'imprimer la photo en noir et blanc a été dicté par la réduction des coûts financiers voulus par le gouvernement et que l'Office national d'identification de la population aura bientôt pour tâche d'imprimer des cartes d'identité pour les Congolais. Plusieurs creuseurs artisanaux clandestins exploitent illégalement des minerais dans la cité résidentielle de la Gécamine Mutoshi. Saisi de la situation, le commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat s'est rendu sur le lieu. Sur place, l'autorité s'est rendue compte de l'écroulement des maisons d'habitation et la précarité des conditions de vie des enfants et femmes enceintes. Jean-Pierre Kalinga a pour ce faire décidé de la délocalisation des impactés. Reportage. On se croirait dans une carrière minière artisanale alors que nous sommes bel et bien dans une cité résidentielle de la ville de Kolwezi. Certains habitants de la cité Gécamine Mutoshi et des creuseurs artisanaux clandestins exploitent les cobalt dans leurs parcelles. Alerté par ces services, le commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat s'y est rendu pour palper du doigt ce qui se passe. Accompagné de son directeur de cabinet et les responsables des divisions provinciales des cadastres ainsi que titres immobiliers, le commissaire Jean-Pierre Kalenga s'est étonné de l'ampleur de l'exploitation minière illégale dans cette cité où on retrouve les enfants et des femmes enceintes. Si certaines maisons ont des fissurations prononcées, d'autres se sont même déjà écroulées, y compris une partie de la clôture de l'entreprise minière Chemaf. En sa qualité de président de la commission provinciale de la délocalisation, Jean-Pierre Kalenga estime que la situation est préoccupante. Nous, en tant que président de la commission provinciale de délocalisation, nous pensons que ces gens doivent être délocalisés parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans ces conditions ici. Tout ce que nous devons faire, c'est essayer de pousser la société Chemaf pour que ces gens ici soient indemnisés ou délocalisés le plus tôt possible. Pour préserver les vies humaines, l'envoyé de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a émis le vœu de voir les familles impactées de guérir dans un bref délai. Je pense que ces gens ne doivent pas seulement être là en train d'attendre qu'on leur donne l'argent pour quitter, parce que la vie est sacrée, la vie n'a pas de prix. Ils doivent, à mon sens, ils doivent quitter et attendre le paiement. À noter que les instructions ont été données au service technique des affaires foncières pour que l'identification des maisons à délocaliser se fasse le plus vite possible.
Autre chose, les membres de l'association Tous pour Mbaz se sont réunis ce mercredi 4 janvier pour célébrer leur traditionnelle fête de Nouvel An. Au cours de cette cérémonie, le fondateur, l'honorable Edmond Mbaz, a annoncé aux membres avoir acquis une concession de 700 hectares pour le développement communautaire. Oscar Kalambay et Socrate Wamungu pour les détails. C'est dans la salle de fête Esglono que se sont rencontrés les membres de l'association Tous pour Mbaz. Objectif, partager ensemble la joie de se retrouver en 2023. Le fondateur a d'abord rendu gloire à Dieu pour les grâces reçues durant l'année 2022. La TPM se veut être un groupe social. Voilà pourquoi l'honorable Edmond Mbaz a fait cette grande annonce qui vise le développement communautaire. Je faisais les démarches. Depuis quelques jours, nous avons retrouvé un site de 700 hectares. Nous allons ensemble voir comment développer cet endroit avec l'agriculture, la pisciculture et même l'élevage. Et donc nous allons créer des étangs. C'est pour notre développement et même le développement de notre pays. L'honorable Gaston Mouchide, l'un des cadres de l'association, a au cours de cette rencontre invité les membres à s'enrôler massivement à partir du 24 janvier pour les élections prochaines. Dès que les enrôlements commencent, chers parents et chers jeunes majeurs, allez-y vous faire enregistrer. Pour le président fédéral de la Ligue des jeunes, Espérant Mouzakam, la satisfaction est grande car le numéro 1 de l'association a prouvé son sens d'humanisme et a une vision de l'après-mine. Je vois par là le développement, je vois de l'emploi là-dedans, je vois aussi cette conscience individuelle de l'implication dans ce domaine. Et c'est quelque chose de louable, ajouté à ces choses qui sont déjà faites et qui sont faites au jour le jour par notre leader. Cette célébration a connu d'autres moments forts, dont la prise des photos entre les membres de l'association ainsi que la danse. Inauguration ce mercredi 4 janvier de la pharmacie du bien-être dans la ville commerciale de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Cette structure sanitaire de très haute qualité offre à ses clients des produits provenant dans différents pays, notamment l'Europe. C'est le représentant du président de l'ordre des pharmaciens du Lualaba qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Sarah Sompo. C'est une deuxième pharmacie ouverte à Kolwezi, après celle qui fonctionne déjà au niveau de la rue Falcon en diagonale du rond-point de l'Indépendance à Kolwezi. L'inauguration a eu lieu dans l'après-midi de ce mercredi par Henri Mikombe, représentant du président de l'ordre des pharmaciens au Lualaba. Après la coupure du ruban symbolique, les invités ont visité les rayons qui contiennent différents produits pharmaceutiques venus de l'Europe et de l'Afrique du Sud. Pour les enfants, les comprimés pour les adultes, ainsi que les injectables. Là-bas, il y a les divers, les médicaments ici. Ça, c'est pour le maman. Maman et bébé. Pour vos produits des enfants, maman et bébé, la peau, les couches. Jeannette Moulongoy, patronne de l'entreprise, a invité la population à l'accompagner en passant avec les ordonnances à la pharmacie pour se procurer des médicaments. La pharmacie du bien-être totalise maintenant 12 ans. Nous demandons à toute la population du Lualaba de venir voir leur sœur congolaise, lualabaise, qui vient de faire une innovation. Nous venons d'ouvrir une très grande pharmacie qui a beaucoup de spécialités d'Europe, spécialités d'Afrique du Sud et d'autres pays. Sur place, les premiers clients ont payé les médicaments, occasion pour eux d'encourager l'initiative et d'apprécier l'infrastructure qui répond aux normes. Les travaux de remblayage d'une gigantesque tête d'érosion sur l'avenue Chemin Public dans la cellule Lupundu sont à l'arrêt il y a de cela 3 mois. Avec les récents passages des eaux de pluie, la situation s'aggrave. Un enfant de 7 ans a été emporté par les eaux il y a une semaine et il est décédé, relate la population. L'entrepreneur ne se laisse plus voir sur le terrain. L'érosion, elle s'agrandit à pas de géant et le danger devient plus permanent avec la tombée des pluies. Dorsin et Pimouteb nous en parlent.
La présence des engins sur l'avenue Chemin Public dans la cellule Lupundu et du ministre des Infrastructures pour emblayer cette érosion qui menace les maisons le 14 novembre 2022 était un ouf de soulagement pour la population. C'est une grande joie pour nous de voir le début des travaux de remblayage de cette tête d'érosion. Nous étions à bout de souffle. Population, tu me remercie sana. Makaji yote munafanya vraiment. Mungu amisaidie sana. Nous sommes reconnaissants d'avoir pensé à cette érosion qui nous menace. Merci aux autorités. En tout cas, tunampikia merci sana. Mutufikisha ko merci yetu tena kwa mama Fifi Masuka. Sans oublier aussi chef de l'État. Malheureusement, c'était une joie de courte durée. Censé faire 30 jours, ce chantier est au-delà du chronogramme. Chose étonnante, même l'entrepreneur n'est plus sur le terrain. Les travaux sont abandonnés, déplorent les habitants. Tout essayer de faire ma démarche, à travers ma chaîne pour vous visiter. Mais heureusement, on a la visite du ministre à la Kouya. Après passage du ministre, une semaine après, et c'est vrai, on a vu un entrepreneur pour relancer mes travaux. Ils ont fait presque 4 jours. Ils ont fait imaginez les sacrifices qu'il y a. Wakati tunaona quand même présence ile tufortifier sana par rapport à bon venye mnaona dégâts vile iko. Tulipika merci, tunapikia merci autorité provinciale par rapport à ile amour alitushikia na malalamiko yetu. Mais chose étonnante, tunashutuka tena matravaux vile ranza. Tunashutuka matravaux na jarete. Nous étions contents lors du début des travaux, mais malheureusement, nous sommes déçus d'assister à l'arrêt des travaux sans aucune explication. Nos maisons sont à nouveau en danger. Selon ile shughuli wanatosha manje kwa tulakasi wanakuwa na diligence mo hivi fulani banenda pour 2 ou 3 jours ils vont encore rentrer. Mais malheureusement, Léo, c'est pratiquement 2 mois. Subitement les travaux se sont arrêtés. Ça fait sincèrement très mal. Parce que, voyez-vous, quand vous construisez, c'est pour être à l'aise, mais aujourd'hui, c'est devenu difficile parce que chaque fois qu'il pleut, on a peur qu'une partie de la clôture de la maison puisse s'écrouler. Ces habitants vivent apeurés. Des maisons courent le risque d'écroulement. L'érosion s'agrandit à chaque tombée des pluies. La partie remblayée est détruite par les eaux des pluies. Il y a une semaine, un enfant de 7 ans a été emporté par les eaux et il est décédé. Progression est à peine comme on a des dangers tout autour. Et puis pour votre information, Maï remporté Mutoto. Ça fait maintenant 4 jours que Mutoto. Le danger est permanent. Un enfant de 7 ans a été emporté par les eaux. Et il nous a quittés. En bref et en images, le diocèse de Kolwezi a rendu hommage à Joseph Ratzinger à travers une messe de suffrage dite en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. Plusieurs chrétiens venus de partout ont pris part à la célébration eucharistique présidée par l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba. Voilà tout pour ce grand direct, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir, surtout portez-vous bien.